D'abord, je voudrais vous dire pour quelles raisons je voulais absolument organiser un débat sur la question de l'Europe et de la bifurcation écologique. En fait, il y a deux raisons à cela. La première, c'est que je suis une Européenne convaincue. Et quand mon contradicteur, le ministre candidat ou candidat ministre, selon la casquette qu'il prend lorsqu'il s'exprime dans les médias, avait 5 ans, moi, je sortais diplômée de 3e cycle de l'Université de la Sorbonne en droit communautaire et européen. À l'époque, ça s'appelait comme ça, le droit communautaire et européen. Et à l'époque, en 1987, ce n'était évidemment pas à la mode. En revanche, ce que je savais déjà, c'est que c'était l'avenir. Ce que je savais déjà, c'était que c'était pour moi une conviction et que je ne cherchais pas à faire carrière. J'étais convaincue, déjà en 1987, que notre avenir, l'avenir de la France, passait par la construction européenne, et je suis toujours convaincue de cela. Mais évidemment, pas n'importe quelle construction européenne. Cette construction européenne, nous la connaissons tous. Il y a d'abord eu Maastricht, qui a donné lieu à la monnaie unique et à la mise en place de la BCE. En 2005, le TCE, avec ce référendum où nous avons dit non. Et 3 ans plus tard, le traité de Lisbonne, qui s'est assis sur la volonté populaire du non au TCE. Je ne vais pas vous parler de l'élargissement vers les pays du centre de l'Europe, élargissement qui a, entre guillemets, initié un dumping social dont nous n'avons pas pu protéger nos ressortissants. Et puis, je passerai pudiquement sur la crise grecque, parce que ce n'est pas le sujet. Néanmoins, ça fait 30 ans que l'on parle d'Europe sociale et que l'on ne cesse de construire une Europe économique et libérale, avec, j'ai envie de dire, un taux de démocratie tellement faible, comme par exemple un Parlement européen qui n'est même pas à l'initiative des textes, que nous sommes face à des difficultés considérables, alors qu'il y a urgence à mettre en place une bifurcation écologique. Ça, c'est la première raison pour laquelle je souhaitais organiser ce débat. La seconde raison, c'est que je crois vraiment que nous vivons un moment charnière. Nous sommes à un moment, là, en 2022, qui est un moment charnière. Pourquoi ? 2 points, très simples. D'abord, il y a cette urgence écologique et climatique. Vous avez tous en mémoire le rapport du GIEC qui nous dit, grosso modo, qu'il ne nous reste plus que 3 ans si nous voulons changer la donne. 3 ans pour limiter les effets du réchauffement climatique, 3 ans pour endiguer la destruction de la biodiversité. 3 ans, c'est rien, et on n'a donc pas une seconde à perdre. Et puis la deuxième raison, c'est la situation de la guerre en Ukraine. Elle est initiée par un Poutine qui viole allègrement le droit international public, qui franchit la frontière d'un pays, qui massacre un peuple. Une transgression qu'il faut évidemment condamner absolument sans réserve. Et cette guerre en Ukraine, elle a évidemment des conséquences. Évidemment, des conséquences d'abord pour les populations civiles ukrainiennes qui sont déplacées, exilées, déportées, tuées, pour certaines blessées. Elle a aussi des conséquences sur nos vies. C'est-à-dire qu'elle met en relief notre dépendance énergétique. Elle a des conséquences sur notre approvisionnement en énergie fossile, que ce soit le gaz ou le pétrole. Et cette dépendance énergétique aux énergies fossiles, elle est de surcroît, elle finance la guerre. C'est ça qui est le plus fou, c'est qu'en fait, depuis le 24 février 2022, nous avons payé à Poutine près de 30 milliards d'euros pour l'achat de pétrole, 26 milliards d'euros pour l'achat de gaz et 1,6 ou 1,8 milliards d'euros pour l'achat du charbon. On ne peut pas continuer comme ça. Et donc, dans ce contexte, comment fait-on ? Comment mettons en place à la fois une indépendance énergétique, c'est-à-dire en fait une indépendance politique, et comment respecte-t-on par ailleurs les accords de Paris
sur la décarbonation de notre économie. C'est la raison pour laquelle nous allons commencer à débattre sur comment faire la bifurcation écologique au sein de l'Europe. Quelle Europe? Comment? Et avec qui? Alors, pour faire ce débat, eh bien, nous avons invité plus précisément un certain nombre de personnalités que vous avez déjà vues, là, bien sûr. Et je voudrais vous les présenter. J'aime bien présenter les gens, je trouve que c'est toujours important de savoir qui fait quoi, etc. Et donc, je vais commencer. Alors, j'ai choisi l'ordre alphabétique, c'est ce qui est le plus simple, hein, comme ça, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Bref, ça ne pose aucune difficulté. Donc, dans l'ordre alphabétique, en fait, je vais vous présenter Manon Aubry. Bon, j'ai presque envie de dire, je n'ai pas besoin de la présenter, vous la connaissez tous. Elle a été la porte-parole de Oxfam de 2014 à 2018. En 2019, elle est devenue la tête de liste de la France Insoumise aux Européennes et elle a été élue et elle est aujourd'hui députée européenne. Et au sein du Parlement européen, elle a à la fois beaucoup de responsabilités et beaucoup d'activités. Je ne vais pas toutes vous les donner, mais quand même, je pense qu'il est important de souligner qu'elle travaille notamment sur la question de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, sur les violences faites aux femmes, qu'elle a fait partie de ces députés qui ont porté la lutte contre l'opacité de la signature des contrats portant sur la vaccination avec l'Union européenne, signée par Madame von der Leyen, et qu'elle a été l'une des artisanes, si je puis m'exprimer ainsi, de la demande de la levée des brevets. Donc, une belle personnalité, engagée, politique, et vraiment Manon, je te remercie d'être là. Après Manon Aubry, alors, il est là sans être là, Olivier Faure. Olivier Faure, vous voyez, il est sur l'écran. Il est beau, hein? Non, c'est vrai, il est beau, vraiment. Il nous a envoyé un message en disant qu'il regrettait de ne pas pouvoir être présent avec nous, mais il a tenu à être présent, ne serait-ce que par la vidéo que nous avons écoutée tout à l'heure. Parce que, comme vous le savez tous sans doute, eh bien, il est en campagne dans le 77 et qu'au même moment où je vous parle, eh bien, il est dans une réunion avec des jeunes. Donc, Olivier Faure, vous savez qui c'est, bien sûr, premier secrétaire du Parti Socialiste depuis 2018, il a été renouvelé en 2021. On s'est rencontrés à l'occasion du débat sur le mariage pour tous en 2012, et là, j'ai pu mesurer la sincérité de son engagement. C'est comme ça que moi, je le connais. Et j'attache beaucoup d'importance, évidemment, aux idées, mais les personnes aussi, c'est important, ça compte en politique. Et il faut souligner qu'il a négocié loyalement le contrat, le programme avec la France Insoumise, et que dans ce cadre-là, vraiment, il a été impeccable. Et dans le cadre de l'accord que nous avons signé avec le Parti Socialiste, il a dit très clairement, et je tiens à le rappeler parce que ça fait aussi partie du débat, certaines règles européennes sont en décalage avec les impératifs de l'urgence écologique et sociale. Elles constituent de sérieux blocages à la mise en œuvre de notre programme. Et il en conclut, il continue, il dit en conséquence, il faudra être prêt à ne pas respecter certaines règles pour respecter le mandat que nous aurons donné les Français. Donc, il le dit. Il le dira certainement dans la vidéo que nous allons écouter. Après Olivier Faure, Pierre Laurent. Pierre, je me tourne vers toi. Tu es ancien directeur de l'Humanité. Tu as été secrétaire général du Parti communiste français de 2010 à 2018. Tu es ancien président du Parti de gauche européen, c'est important de le souligner. Sénateur depuis 2012, depuis 2020, tu es vice-président du Sénat. Pierre et moi, en fait, on s'est rencontrés à la Fondation Copernic. Bon, j'ai coprésidé Copernic de 2009 à 2013, et c'est dans ce cadre-là que nous avons eu le bonheur, entre guillemets, enfin, le terme est peut-être un peu fort, mais nous avons cheminé ensemble dans une réflexion sur comment remettre à l'endroit ce que le libéralisme fait tourner à l'envers. Je rappelle que la Fondation Copernic a été à l'initiative de l'appel des 200, c'est-à-dire cette mobilisation lancée contre le TCE en 2005. Donc Pierre, je suis vraiment ravie que tu sois avec nous autour de cette table. Et pour terminer, comme on dit en anglais, at least but not last, enfin bon, tu as compris, voilà. Noël, ma mère,
voilà, qui est à mes côtés, qui a été journaliste pendant plus de 20 ans, et d'ailleurs je devrais même dire qu'en fait il est toujours journaliste, député des Verts et d'Europe Écologie Les Verts de 1997 à 2017, ancien candidat à la présidentielle pour les Verts en 2002, avec un très joli score, il faut le souligner, vous voyez, un très joli score. Et puis maire de Bègles de 1989 à 2017. Et alors là, j'ai mon cœur bas, d'une manière un peu particulière, parce que c'est à l'occasion du mariage de deux hommes à Bègles que j'ai rencontré Noël, ma mère. Et le mariage de Bègles, c'est le mariage de deux hommes que nous avions décidé de faire, enfin que deux Béglais sont venus te voir pour que tu les maries à la suite d'un manifeste lancé par Didier Héribon, qui d'ailleurs est dans la salle, un manifeste pour l'égalité. Et ce qui est intéressant dans le mariage de Bègles, c'est que c'est un acte qu'on pourrait qualifier de désobéissance par rapport à une règle de droit française, une règle du Code civil, qui d'ailleurs ne définissait même pas le mariage, pour lequel nous avions une interprétation différente de l'interprétation commune. Et nous avons donc, Noël a célébré ce mariage, et la célébration de ce mariage a initié un débat dans la société française qui a abouti 9 ans plus tard, voilà, ce débat, l'ouverture de ce débat, la possibilité de l'égalité des droits pour tous les couples, a abouti 9 ans plus tard au changement de la loi. Et donc ce processus de faire un acte juridique et politique qui ouvre un débat et qui permet de changer la loi, et tout se fait partie, bien évidemment, en tout cas est un clin d'œil au débat que nous allons avoir. Et je dois souligner aussi la tribune que tu as publiée il y a quelques jours face à la prise de position de José Bové ou d'Annie Cohen-Bendit, qui ont manifestement oublié leurs jeunes années et se sont beaucoup embourgeoisés pour dire que le programme de la NUPES ne serait pas réalisable, serait irréaliste, etc. Eh bien, c'est vrai qu'une escroquerie, oui, voilà, mais en fait non, c'est pas du tout une escroquerie, c'est juste que ces gens, ces activistes radicaux ont très très mal vieilli, il faut le dire. Et donc, mais tu vieillis bien, absolument, parce que toi tu me dis... Je n'ai pas préparé. Non, avec Noël, jamais. Non. Moi, je prépare tout, mais lui. Toi, tu nous dis les politiques radicales sont nécessaires à la lutte contre les inégalités sociales et environnementales. Alors là, on est vraiment au cœur du débat. Et donc, nous allons pouvoir écouter Olivier Faure, puis Matteo Crespo-Garcia animera le débat, et je ferai une petite conclusion. Merci de nous lancer Olivier Faure. Bonsoir. Ce soir, je ne pouvais pas être parmi vous, je suis moi aussi en campagne, mais je le suis par cette vidéo et beaucoup par la pensée, et je vous souhaite une très belle campagne et au bout du compte la victoire. Ce soir, vous parlez d'Europe, et c'est un très grand sujet. C'est surtout d'abord une très grande réalisation, la plus belle de l'après-guerre, puisque nous étions sur un continent dans lequel nous nous sommes toujours opposés, les uns contre les autres. Et cet espace est devenu un espace de paix, de prospérité, de partage, d'échange, et nous devons nous en féliciter. Maintenant, est-ce que cette Europe-là, qui est une Europe, d'abord une Europe marchande, une Europe qui s'est construite d'abord par l'échange économique, est une Europe qui nous convient parfaitement? La réponse, c'est non. C'est non parce qu'on n'en fait pas encore assez sur le plan social, on n'en fait pas encore assez, c'est une évidence, sur le plan écologique. C'est une Europe parfois qui contredit aussi notre propre volonté. Je pense notamment à la question des services publics. Mais moi, je ne suis pas de ceux qui veulent jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on affiche l'idée que désormais, on ne respectera plus rien? La réponse, pour moi, c'est non. Évidemment, nous sommes dans un cadre collectif et nous devons avancer le plus souvent possible avec nos partenaires et faire en sorte de faire que les traités changent quand ils ne sont pas bons, faire en sorte que nous puissions avancer notamment sur la question environnementale, la question climatique, parce qu'elle est essentielle et parce qu'il faut aller très vite. Mais parfois, l'Europe c'est lent, l'Europe est lente. Et donc comment est-ce qu'on peut faire pour que les choses aillent plus vite?
Eh bien, nous disons que parfois, il faut accepter l'idée d'objecter transitoirement à certaines règles pour faire prendre conscience, permettre à nos partenaires de comprendre où sont les difficultés et quels sont aussi les points durs pour nous Français. La réalité, c'est que quelques-uns vous diront « Oh là là, mais ils sont affreux, ils ont décidé de ne plus être européens ». Mais je vous demande de regarder un instant ce que fait la France depuis le traité de Maastricht. Est-ce que nous avons respecté un seul jour, une seule heure, le pacte de stabilité? La réponse, vous la connaissez, c'est non. Et même le président de la République, qui nous accusera de ne pas être assez européen, ne l'a jamais respecté lui-même depuis 5 ans qu'il est président. Dans d'autres matières, je pense par exemple à la question des barrages hydroélectriques, renouvellement des concessions. Voilà plus d'une décennie que nous sommes appelés à renouveler ces concessions, nous ne l'avons jamais fait. Pourquoi? Parce que ça touche d'abord à notre souveraineté énergétique, ça touche à un bien commun, l'eau, ça touche à la biodiversité, ça touche à un service public essentiel. Et pour toutes ces raisons-là, les gouvernements, jusqu'ici, même si le dernier a cherché à bouger avec le projet Hercule, pour l'essentiel, personne n'y a touché. Et donc, ne nous faisons pas de faux procès. L'Europe, elle est évidemment perfectible. L'Europe, ça n'est pas un bloc inscrit dans le granit. Ça n'est pas quelque chose auquel il ne faudrait plus toucher, qui serait une œuvre définie et définitive. L'Europe, elle est d'abord le produit de ce que nous en faisons. Et donc, moi, ce que je souhaite, comme vous, je l'imagine, c'est une Europe qui soit une Europe capable d'embrasser les grands enjeux. Est-ce qu'on va continuer à considérer que, par exemple, les accords de Paris n'ont aucune conséquence sur la politique d'échange que nous menons avec le reste du monde? Est-ce qu'il est encore possible d'avoir des traités de libre-échange qui ne respectent pas les accords de Paris? La réponse pour nous, c'est non. Et on a raison de dire que c'est non. On a raison de faire en sorte que ce qui, finalement, va être l'enjeu des prochaines années, des prochaines décennies, qui va nous dominer toutes et tous, eh bien, ce ne soit pas la dette qu'on laisse à nos enfants. Parce qu'on parle beaucoup de la dette financière, mais il faut aussi parler de cette dette climatique, cette dette sur les générations futures qui va amputer leur avenir de manière définitive. De tout cela, j'espère que vous parlerez, et je suis même sûr que vous en parlerez, et je voulais vous dire que dans cet accord, dans cette nouvelle union populaire, écologique et sociale, il y a évidemment des points de vue qui peuvent diverger, des appréciations, des méthodes qui peuvent là aussi, à certains moments, nous donner le sentiment que nous avons joué avec les mots. Mais non, nous n'avons pas joué. Nous avons cherché à trouver un point d'équilibre. Et j'entends ce que dit Jean-Luc Mélenchon, qui dit que sur tous ces sujets, qui sont parfois des sujets difficiles entre nous, c'est le Parlement qui sera souverain. Et dans ce Parlement, eh bien, il y aura des socialistes, des écologistes, des communistes et des insoumis, qui seront les plus nombreux, mais qui ne pourront pas à eux seuls considérer qu'ils ont raison contre tous les autres. Et c'est cet échange-là permanent qui permettra d'avancer, et je l'espère de faire avancer aussi les Européens. C'est la raison pour laquelle j'ai une grande confiance dans ce que nous faisons ensemble aujourd'hui. Et une grande espérance aussi, c'est que la France bouge, et que derrière elle, le continent européen puisse bouger. Alors, à toutes et à tous, bonne campagne encore, battez-vous jusqu'à la fin, pas de complexe, pas d'excuses à donner à qui que ce soit. Les vrais Européens, c'est nous, parce que la défiance, elle existe aujourd'hui face à l'Europe. Et si nous voulons réconcilier les Français, comme l'ensemble des Européens avec l'Europe, il faut que cette Europe-là soit une Europe qui soit plus sociale, plus écologique, plus démocratique. Et c'est ce que nous allons faire. À bientôt. Bonsoir. Alors, ça fait toujours bizarre d'applaudir comme ça une vidéo. Vas-y Mathéo, lance-toi. Alors donc du coup, je crois que vous l'avez compris, ce soir on va parler de la thématique européenne et plus particulièrement de la bifurcation écologique. On souhaite dans ce débat l'aborder sous forme de deux approches. D'abord, faire interroger les intervenants sur l'urgence que suppose la bifurcation écologique et leur insatisfaction sur la politique européenne qui est menée aujourd'hui sur la transition écologique. Et ensuite, on leur posera la question de quelle bifurcation écologique eux ils proposent et en quoi elle est différente que celle que propose l'Europe. Donc
vous l'avez compris, au sein de la NUPES, il y a plusieurs formations politiques et automatiquement, il y a aussi des divergences qui sont inhérentes, mais pour autant, les actions politiques, elles convergent vers un objectif commun. Avant même de commencer cette table ronde, il nous semblait important du coup d'interroger les intervenants sur quel est pour vous, par exemple pour toi Manon, qu'est-ce que tu entends par désobéissance vis-à-vis des traités? Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'abord pour l'invitation. Et Caroline, tu as salué, en plus d'avoir la chance d'avoir une brillante avocate candidate ici dans la circonscription, tu as autre chose de particulier, c'est de mettre le focus sur une question qui est souvent oubliée dans le débat politique. Donc merci de le faire, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, tout d'un coup, les médias ont découvert à l'occasion de notre accord sur la NUP qu'on avait quelque chose à raconter sur l'Union européenne. Et tous nous sont rués dans les brancards. Vous allez mettre l'Union européenne à feu et à sang. Cet accord, c'est un accord de façade. Il ne peut pas y avoir d'accord sur les questions européennes avec le reste de la gauche. Pardon? Alors d'abord, la question de la désobéissance, c'est pas nouveau. On est les seuls à avoir sorti un plan précis, une stratégie sur les questions européennes au mois de janvier. Bizarrement, ça intéressait un peu moins les médias. Et là, on décrivait précisément la méthode que nous avons proposée à nos partenaires dans le cadre des négociations sur cet accord et qui a permis d'aboutir à ce fameux chapitre sur les questions européennes. Parce que je tiens à le dire, au-delà de la phrase qui a beaucoup été commentée dans nos accords respectifs, puisque vous avez peut-être suivi dans le cadre des négociations, on a fait d'abord un accord avec Europe Écologie Les Verts, un accord avec le PC, un accord avec le Parti Socialiste, et ensuite, nous avons fait un programme. Un programme avec 650 propositions. Déjà, vous m'avez dit qu'on aboutirait à 650, même moi, je vous aurais dit non, mais arrête, tu déconnes là. Parce qu'au début des discussions, on disait 200, 300. Et en réalité, en faisant l'exercice, de manière honnête, en enlevant tous les trucs qu'on a pu se dire avant, etc., en faisant l'exercice, vraiment en disant comment on se fait d'accord, et bien c'est comme ça qu'on arrive à ce niveau d'ambition. Et sur le chapitre européen particulièrement, vous avez peut-être vu que sur certains sujets qui nous divisent, et qui continueront de nous diviser parce qu'il ne s'agit pas de faire les uns et les autres renier leur position. Je pense à la question du nucléaire avec le Parti communiste. Il y a ce qu'on appelle des sujets qui sont soumis à la sagesse de l'Assemblée. Sur 650, il y en a 32. Eh bien, ouvrez le chapitre aux pages des questions européennes. Il y en a 0. Et d'abord, je veux mesurer le chemin qui a été parcouru. Parce que je pense que ce qui vient de se passer est historique. Moi, en 2005, j'avais 15 ans. C'était ma première sensibilisation politique. J'ai collé mes premières affiches pour le non au traité constitutionnel européen. Certains d'entre vous dans cette salle ont certainement fait campagne. Dans le cadre de ces négociations, on avait autour de la table des gens qui avaient voté oui en 2005. Un sujet qui a fracturé, divisé la gauche depuis 2005. Eh bien, je crois que cette année 2022, elle est historique. Parce que 17 ans après, nous sommes, je pense, en train de tourner cette page qui a fracturé et divisé durablement la gauche. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes capables de parler d'une même voix pour dire qu'il faut tourner la page. Et les termes exacts qui sont dans le chapitre Europe, rompre avec les logiques libérales de l'Union européenne. Eh bien, je crois que nous devons être très fiers que de la France insoumise au Parti socialiste, en passant par le Parti communiste et Europe Écologie Les Verts, nous nous accordons non seulement sur cet objectif, mais aussi sur la méthode. Et comment on a fait ça? Je peux vous raconter les coulisses des négociations, puisque nous avons passé quelques heures avec Didier et d'autres nocturnes, mais qui nous ont permis aussi de nous parler franchement. Et si on met de côté la question très théorique de l'Union européenne, de nos rêves, des invectives, ce qui compte, c'est comment on s'y prend. Comment on s'y prend, et ça répond à ta question, qu'est-ce qu'on veut dire par désobéissance? En réalité, le point de départ, c'est notre programme. C'est le reste des 650 propositions, et notamment la question écologique. Dans notre programme, nos 4 formations politiques défendent des cantines locales. Dans les règles de passation des marchés publics européens, il est interdit de fixer un critère de distance maximum dans les appels d'offres publics. Dit autrement, votre collectivité locale, pour approvisionner votre cantine, elle ne peut pas mettre dans l'appel d'offres qu'elle veut que sa cantine s'approvisionne, mettons, à 20 km ou à 50 km maximum. C'est interdit par cette directive qui découle de ce principe de la libre concurrence au niveau européen.
Cette liste-là, je pourrais l'égrener, je peux vous donner quelques exemples, que ce soit les cantines locales. Si vous voulez faire un grand plan d'investissement dans les énergies renouvelables notamment, vous ne respectez pas la règle des 3% de déficit. Si vous voulez renationaliser Fret, renationaliser EDF, là aussi, c'est contraire aux règles du droit à la concurrence. Si vous voulez faire des taux de TVA à taux zéro sur les produits bio, sur les produits de première nécessité, là aussi, c'est contraire aux règles européennes sur la TVA. Je pourrais faire une liste exhaustive, mais ma volonté ici, c'est de partir du programme. Et une fois qu'on a analysé de manière lucide ces blocages, on a deux stratégies. La première, c'est renoncer. C'est dire les règles européennes nous en empêchent, et donc on renonce à notre programme sur lequel on a été élu. Ça a déjà été testé, ça s'appelle François Hollande. On connaît le résultat. La deuxième solution, c'est trouver une méthode pour lever ces blocages. Et c'est précisément cette méthode sur laquelle on s'est accordé. Cette méthode, c'est de dire qu'en toute hypothèse, on ne renoncera pas à notre programme, on ne renoncera pas à ce pourquoi nous avons été élus, parce que nous avons un mandat démocratique, et qu'en toute hypothèse, au pire, nous ne respecterons pas cette règle européenne en question, et c'est pour ça que nous les identifions. Il ne s'agit pas ici de remettre par principe, remettre en cause le droit européen, mais bien, en fait, d'imposer un principe de non-régression sociale et écologique. Les normes européennes qui vont à l'encontre du progrès social et écologique, alors elles ne s'appliqueront pas et ces normes sont ciblées. Et c'est ça le concept de désobéissance. Et en réalité, Olivier en a dit un mot. Mais qui sont les premiers à désobéir? C'est le gouvernement. Ce gouvernement qui ne respecte pas les normes européennes en matière de pollution de l'air, qui ne respecte pas les objectifs européens en matière d'énergie renouvelable. Voire même, la France est à la queue de l'Union européenne. Et je pourrais vous faire une longue liste de tous les trucs sur lesquels ils désobéissent. La différence entre eux et nous. J'ai fait un débat ce matin face à Clément Beaune dans Mediapart qui va sortir la semaine prochaine sur ces questions européennes. Et ils sont pas à l'aise. Parce qu'ils désobéissent. La différence entre eux et nous, c'est qu'eux, ils désobéissent en catimini. Et pour le pire, pour saccager le peu de normes environnementales qu'il y a au niveau européen. Eh bien, nous, ces normes environnementales-là, non seulement on les respectera, mais on les dépassera. Par exemple, les énergies renouvelables, les normes européennes, c'est 26% d'énergies renouvelables. On est à 19 en France, autant vous dire qu'on les dépassera. En revanche, toutes les normes européennes qui nous empêchent de réaliser notre programme, alors on se donne les moyens de les changer et on se donne les moyens de les dépasser. Et vous savez quoi, pour conclure là-dessus? L'Union européenne n'est rien d'autre que le fruit de cette histoire, de ces rapports de force. Prenez récemment l'Espagne et le Portugal. L'Espagne qui a dit, eh bien, nous, face à l'explosion des prix de l'énergie, on veut intervenir sur les marchés de l'énergie, fixer un prix maximum et taxer les entreprises énergéticiennes. Ça, ils l'ont décidé l'été dernier. Ils ont dit, on va le faire. Alors, résultat, ils sont allés voir la Commission européenne, ils ont dit, bonjour, nous allons le faire. Et ils ont discuté avec la Commission européenne. C'est ça qu'on appelle du rapport de force au niveau européen. Le résultat, c'est qu'il y a eu ce qu'on appelle boîte à outils au niveau européen, mais peu importe les détails, en mars puis au mois de mai, où la Commission européenne, non seulement dit c'est possible, elle finit même par encourager les États européens à faire ça. À faire quoi? À déroger au marché de l'énergie européen qu'elle a elle-même mis en place. Et des exemples comme cela, on en a plein. Les premières interdictions d'OGM, elles ont été faites par une coalition d'États, dont la France, au mépris des règles européennes. Plus récemment, la France, même de Macron, a interdit le dioxyde de titane avant que ce soit interdit au niveau européen. Bref, contrairement à ce que dit Clément Beaune, désobéir, c'est se donner les moyens de changer les choses. C'est agir en éclaireur. Et quelque part, je pourrais même être provocante en disant que c'est eux qui ruinent l'Union européenne avec leur politique libérale, en éloignant les peuples européens des politiques européennes. Nous, on fait tout l'inverse. Et la différence, parce que l'argument que Clément Beaune en général dit, c'est mais si on fait ça, il n'y a plus de règles européennes, c'est comme de ne pas respecter les feux rouges dans la rue. La différence, c'est que les feux rouges, il n'y a pas de mandat démocratique pour ne pas respecter ces règles. Nous, aujourd'hui, et on se présente, et Caroline se présente pour avoir un mandat démocratique sur un programme. Et ce qu'elle vous dit, c'est quoi qu'il arrive, elle appliquera ce programme. Et vous savez quoi? On a même une méthode pour faire en sorte que ces règles soient changées au niveau européen. Je tentais de répondre également à la même question. Alors je vais d'abord partager l'essentiel de ce que vient de nous expliquer Manon, et demander à quelqu'un comme moi ce qu'est désobéir.
C'est assez amusant. Mais ça permet en même temps de définir le périmètre de la désobéissance et de enfoncer un coin vis-à-vis de ceux qui n'arrêtent pas de nous dénoncer comme ceux qui seraient dans la subversion politique, dans la subversion démocratique et qui amèneraient notre pays à la ruine en voulant désobéir. Quand nous avons désobéi pour marier deux hommes, dans le cadre de la progression de l'égalité des droits, il faut savoir que nous avons désobéi à une loi, nous avons désobéi pour amener à une loi qui n'existait pas dans notre pays, mais que nous étions totalement conformes à la Convention européenne des droits de l'homme que nous avons appliquée. Lorsque, en juillet 2004, avec José Bové, qui était encore assez radical à cette époque, et les faucheurs volontaires, nous avons arraché chacun un pied d'OGM devant les gendarmes pour dire que, puisqu'on ne peut pas s'exprimer, puisqu'il n'y a pas de décision démocratique sur le choix de ce que nous devons avoir dans notre assiette, et que ça nous est imposé par des grandes entreprises semencières et de manipulation du vivant, alors nous irons devant les tribunaux et nous acceptons d'être condamnés. Nous avons été condamnés à 100 000 € de dommages et intérêts solidaires et moi-même à 3 mois de prison avec sursis. Je suis donc un dangereux délinquant qui s'exprime devant vous. Je ne dis pas ça pour ramener la couverture à nous, mais pour dire que cette désobéissance, pour rappeler ce que disait Manon il y a quelques instants, elle a contribué à faire progresser la question de la protection contre la manipulation du vivant et la cartélisation de l'agriculture par Monsanto, Syngenta, Pioneer et quelques autres, et fait qu'en France aujourd'hui, l'utilisation des OGM n'est pas autorisée. C'est une manière de désobéir. Cette désobéissance n'est pas pour faire reculer la condition des gens, mais pour faire progresser l'égalité des droits pour ce qui concerne le mariage et améliorer la santé des Français et protéger les paysans, puisque on n'a pas transformé les champs de paysans en paillasse de laboratoire, et c'est à la société de décider de ce qu'elle veut comme progrès technique. Et quand il y a un progrès qui se présente à nous, un progrès technologique, ce n'est pas à monsieur Huawei de décider si on veut avoir la 5G. Je n'ai jamais vu de Français défiler dans les rues avec des pancartes « on veut la 5G, on veut la 5G, on veut la 5G », ou on veut la partition du génome ou autre chose comme ça, qui sont des manipulations du vivant irréversibles. C'est à la société de décider démocratiquement par un débat des risques et des inconvénients d'un progrès technologique. Sur la désobéissance, je crois qu'il faut dire les choses très clairement. S'il y a des différences entre nous, il y a quelque chose qui nous rassemble. C'est que nous sommes tous d'accord pour ce qui concerne l'Europe, à considérer que l'Europe, elle a fixé des règles constitutionnelles et démocratiques qui nous protègent et qui s'imposent à notre droit français. Et qu'il n'a jamais été question pour les uns et pour les autres de remettre en question et de remettre en cause ces protections démocratiques. Par exemple, quand Mme Le Pen ou quelques autres nervis d'extrême droite vous expliquent qu'on pourrait rétablir la peine de mort, non, on ne peut pas rétablir la peine de mort parce qu'elle est inscrite dans la Convention européenne des droits de l'homme. C'est la question des normes juridiques. Donc, à quoi nous voulons désobéir? Parce qu'a très bien expliqué Manon. Autant nous sommes des ardents défenseurs de ce que l'Europe nous apporte comme protection juridique et démocratique, autant nous condamnons, par exemple, la désobéissance de la Pologne sur des questions qui remettent en cause le droit des femmes, par exemple, comme nous l'avons fait aussi pour la Hongrie. Autant nous sommes d'accord pour dire que sur toutes les questions écologiques, sociales, économiques et fiscales, il est de notre devoir de désobéir quand cette Europe nous entraîne dans des situations qui ne font que favoriser une forme de néolibéralisme qui est en train de montrer ses limites et de nous conduire dans le mur. Donc il n'y a pas ici, dans les 3 personnes qui sont là, les 4, pardon, Caroline, entre nous et puis Olivier, il n'y a pas la différence qu'on veut dire. Et d'ailleurs, cette NUP, vous l'appellerez comme vous voulez, mais c'est que moi je préfère appeler la coalition pour la justice sociale et pour le climat, cette coalition qui suscite un si grand espoir,
Manon a raison de dire qu'elle est historique, parce que enfin, sur la question européenne, qui a toujours été tabou et que l'on a toujours voulu mettre sous le tapis, mais enfin on est aujourd'hui dans une situation où on n'est plus condamné à dire « je veux rester dedans, et si je veux pas être dedans, je vais dehors ». Donc nous sommes dans une situation où on n'est pas condamné à ce choix impossible entre rester dans l'Europe ou en sortir, mais la modifier, la faire évoluer dans le sens de la protection des citoyens de ce continent qui est ébranlé aujourd'hui par une guerre qui n'est pas une guerre contre l'Ukraine, mais qui est une guerre qui est contre l'Europe et contre les valeurs que cette Europe défend et que nous partageons. Oui, je vais pareil, je vais pas répéter tout ce qui a été dit, parce qu'il y a énormément de choses avec lesquelles je suis totalement d'accord, je peux dire la même chose. Avant de répondre à la question, je voudrais aussi féliciter que Caroline ait choisi, c'est pour ça que je vais accepter tout de suite, ait choisi de traiter cette question, parce que précisément quand nous avons signé l'accord de la nouvelle Union populaire, ceux qui veulent la dénigrer et dire que c'est un accord de façade, mettre tout de suite en avant cette question, parce que c'est vrai que c'est une question qui a fait débat historiquement dans la gauche. Le problème, c'est qu'ils ne comprennent absolument pas, non seulement ce qu'on peut faire, je vais venir, mais ils ne comprennent absolument pas la période dans laquelle nous sommes, et dans laquelle nous sommes depuis un moment. En vérité, pour moi, depuis 2005. Parce que depuis 2005, les Français ont dit et répété, et à de nombreuses reprises, à de nombreuses occasions, soit de manière globale en 2005, soit sur beaucoup de sujets depuis, que justement, ils ne voulaient pas continuer le cours de l'Union européenne et de l'Europe tel qu'il a été engagé jusque-là. Donc, en vérité, ceux qui cherchent à s'accrocher à cette question, à continuer à en faire un tabou auquel on ne pourrait absolument pas toucher, pour moi, sont à contre-courant de l'histoire et à contre-courant de ce que veut l'immense majorité des Français depuis un moment. Parce que, effectivement, après 2005, il y a eu un énorme déni démocratique dont Sarkozy a été l'artisan jusqu'au traité de Lisbonne. Et ça explique beaucoup de choses de la crise politique et démocratique qui n'a cessé depuis. Parce que les Français savent pertinemment que le cours qu'on leur impose n'a pas été choisi par eux, et même que, puisqu'on avait choisi de les consulter par référendum en 2005 sur cette question, leur nom aurait dû être respecté. Et ce nom a en vérité changé beaucoup de choses dans la gauche elle-même. Parce qu'à l'époque, ce débat traversait la gauche, mais on le sait, l'immense majorité en 2005, l'immense majorité des électrices et des électeurs de gauche écologique se sont prononcés pour le non en 2005. Et dès lors, construire la gauche, les accords de gauche qui étaient conformes à cette volonté populaire, c'était aller dans ce sens-là. Ça a pris peu de temps. Mais je rappelle quand même que le Front de gauche, parce que c'était aussi un moment auquel personnellement je tiens parce que j'y ai contribué, avec Jean-Luc Mélenchon, la première fois que nous avons mis sur le Front de gauche, c'est dans une élection européenne. La première fois que le Front de gauche se présente uni, justement dans une configuration nouvelle à gauche, et qui va ouvrir des perspectives, alors avec des aléas entre-temps, mais jusqu'à aujourd'hui la nouvelle Union populaire, c'est sur la question européenne, précisément à cause de ce qui s'était passé en 2005, qui avait créé de fait une situation nouvelle, une exigence nouvelle dans le peuple français, qui avait changé la gauche et qui avait conduit à épouser cette volonté de réorientation de l'Europe, puisque le pendant en 2005, c'était déjà une autre Europe possible. Et pas, contrairement à ce qu'on nous disait, on n'était pas une bande d'anti-européens surexcités qui voulaient en finir avec l'Europe. La deuxième chose que je veux dire, c'est que l'Europe dont ils nous disent tous les jours, ça rejoint ce qui a été dit sur la désobéissance, enfin leur désobéissance, en vérité, elle ne fonctionne pas. Aujourd'hui, elle est en panne sur énormément de sujets. Et à force de vouloir continuer à la construire ou à la maintenir sur les rails sur lesquels elle est commencée, le résultat, c'est que des peuples s'en écartent, et des fois des peuples s'en écartent pour le pire.
avec la résurgence de nationalisme haineux, de xénophobie croissante dans les pays d'Europe, d'humiliation qui donne des résultats extrêmement catastrophiques. Et si nous laissons aller l'Europe sur le chemin sur lequel elle est aujourd'hui, nous n'aurons pas l'Europe, nous aurons la guerre. Nous aurons des peuples les uns contre les autres, des gens qui se jetteront les uns contre les autres parce qu'ils sont déchirés par les politiques de concurrence, parce qu'on ne construira pas les politiques de solidarité qu'il faut construire, les politiques de paix qu'il faut construire, et parce qu'on ne s'attaquera pas aux grands défis qui sont ceux de l'humanité, à commencer par celui de l'urgence écologique. Et effectivement, si on veut parler des urgences de l'Europe, il faut commencer par cette question de l'urgence écologique que moi, j'associe étroitement, pas seulement parce que c'est les racines de mon histoire, mais à la question sociale, mais parce que je pense que les deux combats, nous cessons de le dire, même s'il faudrait commencer à le faire vraiment, justement, mais que le combat social et le combat écologique sont indissociables si nous voulons faire progresser les choses. Et pour le moment, ça n'est pas ce qui est en route et ce qui se fait. Donc je pense que ça pour dire que nous n'abordons pas, pour moi, dans la nouvelle Union populaire, il ne faut surtout pas que nous abordions cette question de manière honteuse, mais de manière offensive. Et comme l'a dit Noël à l'instant, il y a quelque chose auquel je tiens, évidemment, je partage complètement ce qu'a dit Manon sur la désobéissance et tout ça. Je relisais d'ailleurs le texte signé en commun avec Jean-Luc Mélenchon en 2014, où la désobéissance, pour ce qui concerne les communistes, est déjà écrite en toutes lettres, donc c'est pas une question nouvelle. Mais moi je tiens beaucoup à ce qu'on donne une dimension positive à ce combat. Nous ne voulons pas la désobéissance pour nous replier, pour nous retirer, nous voulons la désobéissance à certains nombre de règles pour en promouvoir des nouvelles et pour en promouvoir des positives. Parce que nous voulons la solidarité des Européens. Nous voulons le progrès commun de tous les peuples européens. Nous voulons ce progrès commun. Donc, effectivement, nous voulons substituer à des règles qui mettent les peuples en concurrence et qui nous empêchent de répondre aux défis sociaux, qui nous empêchent de répondre aux défis écologiques, nous voulons substituer progressivement des règles que nous voulons appliquer chez nous, mais que nous voulons partager avec d'autres peuples européens, construire avec d'autres peuples européens. Et j'espère que si nous avons la majorité, évidemment, notre gouvernement sera un gouvernement qui, dès le départ, tendra la main à tous les peuples européens pour construire cette nouvelle règle. Et je pense qu'en le faisant, d'ailleurs, nous provoquerons des bouleversements qui seront très importants, parce qu'il n'y a pas qu'en France que cette aspiration travaille les peuples. Il y a dans de nombreux pays des combats qui butent sur les mêmes règles pour exactement les mêmes raisons, et donc nous avons le devoir de donner les débouchés communs à ces combats. Donc je pense que notre conception de la désobéissance, c'est effectivement assumer la confrontation avec des règles dont nous ne voulons pas, et l'assumer totalement, pour promouvoir de nouvelles règles. Assumer cette confrontation, c'est ce qui n'a pas été fait, ça a été rappelé. Je raconte une anecdote, mais en 2012, j'étais donc le secrétaire national du Parti communiste français. Hollande s'était fait élire en mettant dans son programme la renégociation du traité européen. C'était une de ses promesses. Cette promesse, il y a renoncé immédiatement. Avant l'été, parce que, en fait, c'est comme ça le calendrier, et ça serait la même chose pour nous. Quand il y a une élection présidentielle au printemps, en général, il y a un Conseil européen début juillet. Donc le président
où le Premier ministre ou qui que ce soit qui est élu est confronté à cette question immédiatement. C'est pour ça qu'il faut la traiter en toute transparence devant les Français au moment des élections. Le choix qui avait été fait à l'époque a été d'y renoncer tout de suite. Et c'était Bernard Cazeneuve, qui était secrétaire d'État aux Affaires européennes en 2012, qui m'avait dit « Viens Pierre, il faut que je t'explique ce qu'on va faire sur cette question », parce qu'il avait consulté les partis, et qui m'avait rencontré pour m'expliquer pourquoi ils allaient immédiatement renoncer à ça. Je lui ai dit que faire ça, c'était annoncer tous les renoncements qui allaient suivre, et c'est exactement ce qui s'est passé, et même pire que ce qu'on imaginait, puisque au quinquennat Hollande, on a même été jusqu'à nommer un Premier ministre qui avait fondé la déchéance de nationalité, ce que même les plus pessimistes n'envisageaient pas. Mais c'était la signature du renoncement dès le départ. Donc je pense que c'est effectivement le message politique que nous envoyons sur cette question, il est essentiel. Nous savons que devant nous, si nous avons le gouvernement, il y aura beaucoup de batailles, il y aura des résistances, il y aura des conquêtes à construire. Mais justement, parce que nous voulons les construire avec le peuple français et avec les autres peuples européens, le message que nous devons envoyer à notre pays, mais à l'ensemble de l'Europe, c'est que nous voulons la transformation considérée européenne. Et je pense que de ce point de vue, il y a un accord entre nos forces pour avancer dans ce sens-là. C'est effectivement quelque chose de nouveau, le fait que ces 4 formations politiques et toutes les personnalités, tous les citoyens qui accompagnent ce mouvement le disent ensemble, mais je pense que c'est en profonde harmonie avec ce qu'attend la majorité de nos gens. Et justement, face aux enjeux à laquelle l'Europe est confrontée aujourd'hui, que ce soit l'enjeu écologique, l'enjeu social et puis même l'enjeu du commun finalement. Et pour revenir à la thématique d'aujourd'hui qui est la bifurcation écologique, moi j'aimerais vous interroger sur quelle serait pour vous la meilleure bifurcation écologique, la bifurcation écologique que vous avez éloignée de vos vœux aujourd'hui dans l'Union européenne. Manon, je te cède la parole. Pour moi, d'abord il y a une chose que ça va mieux en le disant, c'est que si on désobéit, c'est en effet pour entraîner les autres, et qu'en particulier dans la lutte contre le changement climatique, on est quand même plus efficace à 27 que tout seul. Mais on est plus efficace tout seul que personne. C'est un peu la stratégie qui est la nôtre. Et donc, la logique qui est la nôtre, c'est de partir de ce qu'on veut faire au niveau français et essayer de faire en sorte que les règles européennes nous facilitent, voire même l'encouragent. Il se trouve que, hasard du calendrier, la semaine prochaine, on va voter au Parlement européen ce qu'on appelle le paquet, ça ne s'invente pas, c'est des termes européens, Fit for 55, qui veut dire le paquet qui fait, je ne sais même pas comment traduire, qui convient pour l'objectif de 55% de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui est l'objectif que s'est fixé l'Union européenne. Il se trouve que réduction des 55% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, ce n'est même pas dans les clous des accords de Paris, qui fixe un objectif à 65%. À cela, je vous rajoute, comme ils sont malins au niveau européen, ils ont fait un petit artifice comptable pour déduire, ne pas compter ce qu'on appelle les émissions importées, c'est-à-dire des émissions qui sont liées à des produits qui sont produits en dehors de l'Union européenne et qui sont consommés en Europe. Et donc, au final, cet objectif à 55, c'est plutôt un objectif à 52,7. Et dans le cadre de ce package, c'est la foire au renoncement et au petit pas. Alors il y a un certain nombre de choses qu'on va voter, puisque nous, on mène les combats partout où ils doivent se mener, mais on est très loin de la révolution dont on aurait besoin. Si on veut prendre au sérieux la question climatique au niveau européen, il faut mettre en cohérence ce qui est voté et les principes qui sont les nôtres. Une des choses fondamentales, pour commencer, c'est évidemment les accords de libre-échange qui sont signés à l'appel par j'allais dire les députés européens, mais du coup je m'inclus pas dedans, vous l'avez bien compris, par le reste du Parlement européen. Ce qui me fait penser à un truc,
c'est que quand j'ai débattu avec Clément Beaune ce matin, manifestement, il n'était pas très à l'aise quand je lui ai rappelé que ses petits collègues au Parlement européen de la République En Marche ont voté absolument tous les accords de libre-échange depuis le début du mandat. Absolument tous. Et il m'a dit non mais je crois qu'ils l'ont pas tous voté. Ah oui c'est vrai, il y a Pascal Durand qui était à Europe Écologie Les Verts maintenant et qui est passé en marche, qui n'a pas voté, qui s'est abstenu. Oui, bravo sur les 24 députés que vous avez. Et donc manifestement ils ne sont pas très à l'aise avec cette idée. Mais pourquoi c'est important cette question des accords de libre-échange? C'est quoi le principe d'un accord de libre-échange? C'est d'abaisser les barrières douanières pour faire venir faciliter les échanges commerciaux avec ces pays. Nous, on n'est pas des gens repliés, on n'a pas de problème à avoir des échanges commerciaux. Mais quand on signe un accord de libre-échange, par exemple, avec le Mercosur, avec le Canada ou avec la Nouvelle-Zélande, ça veut dire qu'on va faciliter des produits qui viennent de là-bas. Ou les normes environnementales, c'est pas les mêmes que chez nous. Ou en même temps, c'est quand même loin. Je veux dire, il ne faut pas avoir Bac plus 18 pour comprendre que quand on fait venir du lait de Nouvelle-Zélande, qui est le premier producteur au lait du monde, et qui est un des pays avec lesquels l'Union européenne est en train de négocier un accord de libre-échange, ça pose problème. Ça pose doublement problème quand on sait que nos producteurs de lait en France ont du mal, à survivre financièrement, 2, à écouler leur production. Donc les accords de libre-échange, c'est un des leviers fondamentaux. Le deuxième levier, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la question du droit de la concurrence. Qui fait que dans les principes mêmes et dans les textes fondateurs et les traités de l'Union européenne, c'est pour ça qu'on vous saoule avec les traités. Parce que dans les traités, il est écrit en lettres d'or cette concurrence libre et non faussée, qui se traduit par tout un ensemble de directives qui fait qu'on doit tout vendre à la découpe et tout soumettre au privé. Par exemple, Olivier Faure parlait dans sa vidéo des barrages hydroélectriques, de la mise en concurrence de nos lignes de train. Alors le fret, pour commencer, ça a été fait il y a quelques années, le fret, et résultat, sans surprise, le volume de marchandises qui passe sur des trains est passé de 16 à 9%, c'était déjà pas bien glorieux, et c'est encore plus bas, parce que, en fait, quand on soumet au privé, forcément, on cherche la rentabilité et c'est moins bien géré, donc on a encore des camions, qui est une des premières sources de pollution en France, mise en concurrence de nos lignes de TER. Alors là, on ne voit pas pour l'Île-de-France, quoique ça touche aussi le STIF, mais je pense, moi je suis originaire de la région PACA, ma ligne de TER Marseille-Nice, là, il y a eu le premier appel d'offres qui a été passé pour le soumettre à la concurrence. Donc le droit à la concurrence, pour moi, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est le cœur du problème aujourd'hui dans le droit européen, et c'est le cœur du problème avec l'enjeu écologique. Et le troisième peut-être, c'est l'investissement qui est nécessaire pour faire la bifurcation écologique, on le dit dans notre programme. C'est un projet d'investissement de 200 milliards d'euros dans la bifurcation écologique, que ce soit les énergies renouvelables, que ce soit la rénovation thermique des logements. Et cet investissement, clairement, il ne respecte pas la règle des 3% de déficit. Mais quand je vous dis que tout ça est possible, quand je vous dis que tout ça est défendable, vous savez combien il y a eu de violations de la règle des 3% de déficit ces 20 dernières années? 170. Et vous savez combien il y a eu de sanctions? Zéro. Rien. Parce que le droit, et si tu me permets de le dire devant une avocate, le droit n'est rien d'autre que de la politique. Rien d'autre que de la politique. Et le droit européen en particulier n'est rien d'autre que de la politique. Alors, en réalité, ne vous fourvoyez pas, la règle des 3% de déficit, c'est utilisé comme une excuse, comme une épée de Damoclès qu'on va mettre sur nos épaules pour vous dire qu'il faut faire la réforme des retraites à 65 ans. Et les dernières recommandations qui sont tombées la semaine dernière dans le cadre de ce qu'on appelle le semestre européen, qui est le cadre de gouvernance budgétaire, cadre dans lequel la Commission européenne fait des recommandations aux États membres chaque année, dans ce cadre-là, la Commission européenne a dit à la France qu'il fallait réformer son système de retraite qui était trop coûteux. Ce sera l'excuse parfaite utilisée par Emmanuel Macron pour repousser l'âge de départ à la retraite. Et bien, toutes ces règles-là, on ne les respectera pas, et devinez quoi, je pense qu'on aura 0 poursuite devant la Cour de justice de l'Union européenne. Là où nous risquons des poursuites, c'est dans le cadre du droit de la concurrence, et si on veut renationaliser le fret, EDF, etc. Moi, j'ai pas de problème à dire, et je le sais, que c'est là-dessus sur lequel potentiellement on aura des poursuites. Mais là aussi, on a des pistes de réponse. D'abord, les poursuites devant la CJE sont longues, elles prennent du temps. Souvent, elles donnent lieu à des négociations. Deuxième argument, qui fait dire que d'ailleurs tout ça est de la politique. Troisième chose, les jurisprudences récentes
du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel en France, on fait valoir la supériorité de principes constitutionnels français sur le droit européen, dans un cadre qui est encadré bien sûr, mais si par exemple nous intégrons la charte de l'environnement à la Constitution française, alors si nous désobéissons au droit de la concurrence européen pour faire en sorte d'être à la hauteur de notre ambition écologique, alors nous le faisons pour respecter des objectifs environnementaux, et il y a aussi fort à parier, on peut avoir un conflit juridique, mais fort à parier que le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État peuvent le défendre. Et d'ailleurs, même ce gouvernement, même Clément Beaune, même ce gouvernement d'Emmanuel Macron a défendu cela pas plus tard qu'il y a quelques mois, dans le cadre d'une affaire qui a été devant le Conseil d'État. Je ne vais pas dans le détail, mais il y a eu un mémo signé Jean Castex qui demande au Conseil d'État de ne pas reconnaître la supériorité de la Cour de justice de l'Union européenne. De nouveau, il ne s'agit pas de balayer la Cour de justice de l'Union européenne, ni de balayer la CEDH, on en a besoin. Mais il y a aujourd'hui une urgence écologique, des impératifs sociaux qui nous imposent de remettre en cause ces règles, et nous avons même des outils juridiques pour cela. Et un dernier argument juridique, il en a parlé tout à l'heure, Noël. Si vous voulez faire du droit et dire non, mais tout ça ne sera pas possible, attendez, la France, elle a aussi signé les accords de Paris, et pour respecter les accords de Paris, je suis désolée, faire venir des produits de l'autre bout du monde avec des barrières douanières hyper basses, ça, ce n'est pas respecter les accords de Paris. Et nous sommes signataires, dans le droit, des accords de Paris. Donc on peut aussi faire jouer le conflit de normes, on pourrait faire la même chose sur les normes, la convention de l'OIT qui est contraire au travail détaché, etc., etc. Donc vous le voyez, à tous ceux qui vous disent c'est pas possible ce que vous proposez, dites-leur, aujourd'hui c'est quoi l'alternative? C'est se faire imposer des règles libérales contre la volonté des peuples européens, sans se donner les moyens de les changer, et surtout renoncer à tout ce qu'on peut faire en matière écologique et sociale. Donc rassurez-vous, même juridiquement, ça tient ce qu'on vous raconte. C'est possible, c'est faisable. Et même, je vais vous dire, je pense que ça n'a jamais été essayé dans cette ampleur. Et le fait qu'aujourd'hui la gauche française parle d'une voix unie sur ce sujet, ça peut montrer la voie. Parce que dernier argument, on nous fait souvent la comparaison avec la Grèce. Mais pardon, et c'est horrible pour les Grecs, ils représentent 1,6% du PIB européen. La France, deuxième économie de l'Union européenne. Si la France dit que ces règles-là, elle, ciblée, elle ne va pas les respecter, est-ce que vous pensez vraiment que la Banque Centrale Européenne va nous dire on vous met dehors de la zone euro? Non, ça créera une crise bien plus majeure pour le reste de l'Union européenne et notamment pour une économie forte comme l'Allemagne. Alors nous avons des leviers, nous avons des arguments politiques, nous avons des leviers juridiques et nous avons surtout un impératif social et écologique, et c'est cette ambition que je crois nous nous donnons les moyens de mettre en œuvre avec l'ANU. Excusez-moi, si on pouvait faire un petit peu plus court, parce que Non, mais ça va. Non, sinon, on peut être revenu avec les pyjamas et... Voilà, vous allez répondre très tranquillement. Alors, non, mais je pense qu'il vaut mieux qu'on réponde de manière plus courte pour que la diversité s'installe dans le débat et qu'il ne soit pas centralisé toujours sur le même sujet, même si c'est très important ce que vient de dire Manon, parce qu'elle a apporté des éclaircissements, peut-être pas à vous parce que vous êtes ici, ça veut dire que vous avez déjà un niveau de conscience politique plutôt élevé et que vous informez, mais ce qu'elle dit là, ce type de réunion, ça sert à ça. C'est qu'avec tous les arguments qui vous sont donnés, vous allez pouvoir essayer de convaincre un certain nombre de personnes qui sont indécises, qui veulent toujours s'abstenir, et qui se disent, mais ce programme qu'il nous propose, les 4 qui se sont associés en fonction des circonstances, ça ne nous amènera à nulle part. Ce qui nous amènera à nulle part, c'est de rester seul en Europe sur les propositions que nous faisons. Donc le chantier il est immense. J'allais dire, c'est au lendemain de ces élections législatives, lorsque nous aurons une majorité, que tout commencera, parce que la France n'est pas isolée, la France est dans le contexte européen, et si l'on veut parler de transition écologique, je n'aime pas beaucoup ce mot, parce que c'est un mot qui a été inventé par un cabinet de conseil, encore un, pour satisfaire ce que nous appelons avec Michael Correa de Mediapart, qui est un très bon livre qui s'appelle Les criminels climatiques, les grandes majeures pétrolières qui se sont associées, qui ont consulté une grande compagnie de communication et qui ont inventé ce mot de transition écologique et ce mot d'empreinte écologique. Le mot d'empreinte écologique pour culpabiliser chacun d'entre nous en disant qu'il ne fait pas ce qu'il faut,
avec des emmerdeurs qui viennent vous voir lorsque vous êtes en voiture plutôt qu'en vélo, et qui contribuent à disculper ceux qui aujourd'hui mettent le feu à la planète. Comme la transition, c'est un mot qui a été inventé par des communicants pour nous laisser croire que ça va se passer en douceur. Et c'est vrai que j'appartiens à cette génération d'écolos qui a toujours été traitée de manchant l'apocalypse et autres, qui a quand même contribué à ce que les idées de l'écologie infusent la société, et nous ne serions pas ici en 2022, les uns et les autres, un communiste, une LFI, un socialiste, à parler de transition écologique. Les transitions écologiques, il faut dire que c'est pas un mot qui convient. Le mot qui convient, c'est transformation écologique. Parce que d'abord, la transition ne pourra pas se faire de manière en douceur, c'est ce qu'a très bien expliqué Manon, comme Pierre, parce que l'écologie, elle a des ennemis. Il y a des gens qui sont très déterminés pour maintenir le statu quo, pour préserver leurs intérêts, en sacrifiant d'ailleurs l'environnement, en sacrifiant les plus vulnérables. Et ces ennemis-là, ils ne vont pas baisser les bras. Donc ça veut dire que l'écologie, c'est un combat. Il y a un jeune sociologue qui s'appelle Razmik Kecheyan qui avait écrit un très bon livre qui s'appelait « La nature est un champ de bataille ». L'écologie que nous défendons, c'est un champ de bataille. Un champ de bataille sur lequel il faut qu'on soit fort. Et ce qui est formidable, c'est l'écologiste qui parle ici ce soir devant vous, c'est que les écologistes ne soient plus seuls pour défendre et pour occuper ce champ de bataille et pour gagner, je n'aime pas le mot de guerre parce que ceux qui vivent la guerre, ça n'a rien à voir avec ce que nous disons quand on déclare la guerre au climat, mais pour justement assumer cette transformation et cette bifurcation. C'est assez amusant d'ailleurs de voir comment les mots qui peuvent être tabous à une certaine époque, avoir une connotation négative, et puis tout d'un coup entrer dans la société et contribuer à construire l'imaginaire que nous voudrions voir devenir réalité. Je pense au mot sobriété. Le mot sobriété, quand nous le prononcions, nous écolos, c'était anxiogène. Il ne fallait surtout pas le prononcer parce que ça annonçait des sociétés d'attrition, de contrition, de contrainte, des sociétés quasiment totalitaires. Et maintenant, le mot sobriété, il est utilisé par tout le monde, et même ceux qui ne sont pas écolos nous disent qu'il ne pourra pas y avoir de transformation écologique sans l'inclusion de la sobriété, qui ne veut pas dire serrer la ceinture, qui veut dire, comme l'a expliqué très bien Manon, changer de modèle, changer de paradigme, changer de logiciel, selon les mots que vous choisirez. Et ce mot de bifurcation, alors il y a un grand historien qui avait parlé de la grande accélération d'Arpoliani. Et aujourd'hui on parle de la grande bifurcation. Mais en effet, c'est de cela qu'il s'agit. Mais comment l'opérer, cette bifurcation? On ne peut pas l'opérer de manière contraignante. On ne peut pas l'opérer de manière autoritaire. Et c'est ça qui est tout l'enjeu de la transformation écologique, c'est qu'elle se fasse de manière consentie et démocratique. Et si nous restons dans le statu quo, qui est en fait l'utopie, ce que nous proposons ici, c'est le réalisme. Mais si nous restons dans ce statu quo, alors il faut, je crois, savoir de manière très claire que cette bifurcation, qui de toute façon devra être prise, elle sera forcée, elle sera opérée sous la contrainte. Pour répondre à Pierre, parce que c'est vrai que nous avons sans doute été mauvais et que nous n'avons pas bien su l'expliquer. Il dit l'écologie, la transition écologique, elle doit s'accompagner évidemment de la question sociale. Mais nous sommes un certain nombre, chez les Verts, puis à Europe Écologie Les Verts, à toujours avoir lié la question de l'écologie à la question sociale et à la question de la démocratie. Et il ne peut pas y avoir de transformation écologique si elle ne s'accompagne pas d'une politique sociale. Car ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire la crise écologique, qui touche-t-elle? Ça ne touche pas les plus riches, ce sont les plus riches qui en plus produisent le plus d'effets de serre. Elle touche les plus vulnérables. Et il suffit de regarder les sociétés pour constater que les victimes d'injustice sociale sont les premières victimes d'injustice environnementale. Quand on considère, par exemple, que le diabète et l'obésité sont les premiers marqueurs de la pauvreté, mais c'est lié à quoi le diabète et l'obésité? C'est lié à la malbouffe, c'est lié à l'agroalimentaire. Donc il faut essayer d'expliquer, mais c'est difficile dans un monde
où on veut tout simplifier, où la simplification, la dictature de l'instant, la tyrannie de l'émotion sont de véritables poisons, où vous avez eu des présidents de la République qui vous disent travailler plus pour gagner plus, l'islam contre la République, le chômeur contre le travailleur, et Bush qui vous dit la guerre du bien contre le mal. Quand on simplifie le monde, on habitue les sociétés à ne pas réfléchir, on les éteint plutôt que de les éclairer. Et la noblesse de la politique, de ce que nous défendons, c'est d'expliciter la complexité du monde. Et quand on parle de transition écologique, quand on parle de crise climatique, on ne peut pas se contenter de dire que ça doit se juger en termes de CO2, en termes d'effet de serre. Ça doit se juger aussi en termes de biodiversité. Ça doit se juger en termes d'inégalités, des inégalités qui sont absolument insupportables aujourd'hui avec plus d'1,5 milliard de gens qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et donc ça pose la question des biens communs. Et quand quelqu'un est obligé de prendre sa bagnole et qu'il devient gilet jaune, c'est pas parce qu'il l'a choisi. C'est parce qu'il a été relégué, bien souvent, parce qu'il n'y a pas eu de mixité sociale dans les grandes villes, qui n'ont pas été pénalisés sur cette forme de délinquance. Vous voyez que quand on évoque un sujet, il n'y a pas une question et une seule réponse à un problème que nous posons. Et c'est sans doute la difficulté qu'ont eu les écologistes dans les 40 dernières années. Mais ce qui est très intéressant, et je terminerai là-dessus, c'est que moi je reste convaincu, si vous m'avez entendu, vous aurez compris pourquoi je vais dire ça, c'est que la transformation de la société se fera autour des questions que pose l'écologie. Une fois qu'on a dit ça, il est inenvisageable de penser que les écologistes pourraient être les seuls à apporter les réponses. Et c'est la raison pour laquelle ce que nous sommes en train de vivre est une chance formidable, non pas pour l'écologie, mais pour la vie des gens, pour une autre politique internationale, une autre politique de solidarité, un autre regard sur le monde, une autre conception du partage, réhabiliter ce que l'on a connu dès le XIXe siècle avec Élisée Reclus sur la question de l'entraide, toutes ces questions qui sont au cœur de la vie des gens, au cœur de nos sociétés, elles vont pouvoir être nourries des cultures de chacune des formations politiques. Vous savez, il y a un grand psychanalyste qui s'appelle Toby Nathan, que vous connaissez sans doute, et qui dit ceci, qui est formidable et qu'on doit répéter autant qu'on sera dans l'action politique, c'est que l'étranger, celui qui ne nous ressemble pas, qui vient de loin, il nous apporte son monde. Eh bien, on peut l'appliquer à ce qui est en train de se passer avec cette nuit. Chacun nous apporte sa culture, chacun nous apporte son monde, pour que l'on répète, comme nous l'avons fait pendant la campagne, ce que nous disions à Porto Alegre au premier forum social, un autre monde est possible. Moi, je crois que pour réussir la transformation écologique en France, on a tous conscience qu'il faut évidemment accélérer la transformation et l'accélérer de manière spectaculaire, mais il faut s'en donner les moyens. Et pour prendre l'exemple du plan climat européen, on peut parler, et ce que dit Manon est juste, sur l'insuffisance de certains objectifs, mais même si on prend les objectifs définis par la Commission européenne, c'est-à-dire 55% de réduction de gaz à effet de serre en 2030 et la neutralité carbone en 2050, si on s'en tient à ces deux objectifs-là, le gros problème, c'est pas seulement que ces objectifs, on peut les juger, en tout cas pour 2030, insuffisants par rapport au rythme fixé par les accords de Paris ou aux urgences soulevées par le GIEC, mais c'est que le chemin qu'on prend pour les atteindre ne permettra pas de les atteindre, ces objectifs, et en cherchant à les atteindre de la manière dont il est proposé qu'on les atteigne, on va générer, de mon point de vue, des inégalités, on risque de générer des inégalités extrêmement importantes. Et donc je pense qu'il faut changer la trajectoire, mais il faut changer la méthode. D'abord, il y a la question démocratique, Noël doit le dire. La Commission européenne, par exemple, sur le plan climat, alors c'est une grande question de tout ça, vient de pondre en juillet 2021 18 textes
qui sont, moi j'ai assisté, j'ai participé, comme j'ai pu, au débat parlementaire au Sénat sur ce qu'on avait à dire sur ces 18 textes. J'y ai participé, mais je dirais que c'est du foutage de gueule du point de vue démocratique, puisqu'on nous demande en 3 semaines d'étudier des milliers de pages tombées de la Commission européenne, et on nous dit, vous devez nous dire si c'est ça, si c'est bien, etc., si vous voulez nous saisir de ce texte ou pas, etc. Donc les parlements nationaux, pour comprendre que c'était les autres, sont hors course dans ce débat. Et en vérité, tous les objectifs actuels qui pourtant mettent en cause l'avenir écologique de l'Europe sont discutés pour l'essentiel à l'abri du regard des citoyens et du contrôle des citoyens. Et d'ailleurs, si on demandait même à des gens qui sont, alors évidemment, des militants qui essaient de se pencher sur ce texte, qui les connaissent, etc., mais la production législative européenne dans tout un tas de domaines se fait à l'abri du contrôle démocratique et du contrôle citoyen. Et pas, comme on le dit trop souvent, contre les gouvernements parce que ça serait une machine technocratique, parce que toutes les décisions politiques émanent d'abord du Conseil européen, c'est-à-dire des chefs d'État. D'où l'importance d'avoir un chef d'État ou un Premier ministre qui, à la table des négociations, dit stop, donc on ne va pas s'y prendre comme ça. Parce que ça peut effectivement compter. Parce qu'après, la Commission européenne met en musique des choses, avec toute la machine technocratique qui est derrière elle, mais elle le fait avec des feux verts politiques qui sont donnés par les chefs d'État européens. Donc il faut changer la méthode, il faut mettre en débat, faire avec les acteurs qui vont devoir conduire ces transformations, ces transitions, ces transformations. Ensuite, il y a la question, effectivement, il faut, vu l'ampleur des transformations qu'il faut faire, et vu que ça va toucher à nos modes de vie, à nos modes de production, à nos modes de consommation, ça suppose effectivement des changements qui sont considérables. C'est pas seulement quelques petits changements d'habitude, c'est que, je prends un exemple, dans les objectifs de la Commission européenne, interdiction des voitures thermiques d'ici 2035. 2035, c'est demain. Thermique, essence et hybride. C'est-à-dire, à peu près, aujourd'hui, l'intégralité du parc automobile existant et utilisé par tout le monde. D'ici 2035, interdiction de ça. Si on s'en tient à cet objectif nécessaire, on voit bien que ça va changer énormément de choses. Énormément de choses. Et ça ne peut pas se faire. Et si on dit on fait cette transformation-là, il faut que tout le monde s'achète une bagnole électrique au prix actuel d'une bagnole électrique, on voit bien qu'on se dirige vers des crises terribles et des refus massifs dans les sociétés, et d'énormes problèmes. Donc si on veut atteindre un tel objectif, alors il faut s'y prendre tout à fait autrement. Il faut mettre sur l'accompagnement, il faut changer les usages, créer les conditions pour qu'on utilise moins sa voiture, notamment dans les grandes métropoles. Donc ça veut dire qu'il faut des plans d'investissement massifs pour créer d'autres usages, pour changer les voiries, Il y a énormément de problèmes derrière un tel objectif. Et il faut mettre beaucoup d'argent dont il faut décider comment on va le dépenser, comment on va le faire, etc. C'est en ça que je dis, c'était pas polémique à l'égard, que la question, les questions écologiques et sociales, en fait, c'est une seule et même question aujourd'hui. Parce qu'il faut se poser la question de ce qu'on produit, de comment on le produit. Voilà. Si on veut mettre fin, pour prendre un autre exemple, à l'obsolescence programmée, dont on sait qu'elle est organisée par les groupes, qu'elle est voulue, et bon, il faut se mêler des questions de la production. Et si on veut se mêler des questions de la production, par exemple, il faut que les gens qui travaillent dans ces entreprises soient intéressés à ce combat, s'impliquent dans ce combat, mais pas comme des victimes qui devraient à l'arrivée être sacrifiées, mais pour les impliquer justement dans les changements productifs et leur donner peut-être plus de pouvoir pour intervenir sur ces changements productifs.
Donc moi, je pense que les deux questions sont liées. Donc il faut poser la question de la manière, prendre la mesure de tout ça pour voir que donc c'est d'énormes et très grands débats démocratiques qu'il faut conduire sur ces questions-là, pour transformer les objectifs, changer les pouvoirs dans les entreprises, dans les grandes entreprises, faire reculer le pouvoir des grandes multinationales. Il y a la question des accords de libre-échange. Par exemple, ce qui se passe avec un groupe comme Total, donc la France est proprement scandaleux. Total, en ce moment, fait un argent considérable sur la crise, sur la spéculation de la guerre, etc., alors qu'il devrait être un des acteurs de la transformation. C'est ce que disent les dirigeants de Total, mais la vérité est tout autre. Et puis, il faut mettre beaucoup d'argent, et beaucoup plus d'argent qu'on en met. Il faut des investissements massifs. Alors là, ça peut faire du débat sur comment on les mobilise, mais je pense que le rôle, il faut avancer, on parle toujours de la dette, non, il faut avancer de l'argent, il faut des avances massives d'argent, y compris de la Banque Centrale Européenne, pour financer la transformation écologique et sociale. Et à tous ceux qui veulent, il se passe quelque chose qui a peu attiré l'attention, mais je ne veux pas ouvrir le débat sur la guerre en Ukraine, etc. Mais l'Allemagne, qui vient de décider un plan massif de réarmement de 100 milliards d'euros, ce qui pose tout un tas de problèmes, parce que je ne pense pas que la réponse à la guerre en Ukraine doit être la militarisation croissante de l'Europe. Mais c'est un débat, ça aussi, il ne faut peut-être pas le mener ce soir, parce qu'on va pouvoir tout parler, etc. Mais ce que je veux juste dire là-dessus, c'est qu'en Allemagne, ils viennent de décider, par un accord entre le gouvernement, les sociaux-démocrates et les conservateurs, de toucher à la loi fondamentale, c'est-à-dire la Constitution, pour pouvoir financer ce plan de réarmement par l'endettement. Ce qui est, en Allemagne, est une révolution, parce qu'ils ont écrasé la Grèce au nom de ce tabou budgétaire et de ce tabou de la dette et de ce tabou de la dette. Donc c'est possible. C'est possible si on considère, je n'ouvre pas le débat sur le réarmement de l'Allemagne, mais donc si on considère qu'un objectif est absolument prioritaire, et tout le monde est obligé de reconnaître l'urgence climatique, c'est une question de l'avenir de l'humanité. Si on considère que c'est objectif, alors on peut, oui, penser tout à fait autrement les conditions de financement de cette nécessaire transformation écologique et mobiliser, surtout pour l'Europe, des moyens considérables. On devrait les mobiliser pour nous, les Européens, et d'ailleurs, on devrait les mobiliser pour aider l'ensemble du monde à conduire cette transformation écologique. Donc, moi, je pense que les questions de financement, les questions de qu'on appelle la transition juste, c'est-à-dire du lien entre les transformations sociales et les transformations écologiques et les questions démocratiques, devraient être des lieux de bataille, parce que je pense qu'effectivement, ça sera une bataille, pour réussir la bifurcation écologique. Si on ne s'attaque pas à ces chantiers-là, on se jettera à la figure des objectifs plus ou moins minimalistes ou plus ou moins maximalistes, mais on n'atteindra pas les objectifs. Parce que ce dont il est question, c'est véritablement de la transformation de nos sociétés. Tu dois partir là. J'ai un match de waterpolo. Je ne sais pas si c'est une bonne excuse. Bon, voilà, c'est comme ça. Et Noël doit aussi partir. Et surtout, moi, je vous remercie vraiment pour vos interventions et votre éclairage sur cette question quand même assez difficile de l'Europe et de la bifurcation écologique. Alors moi, ce que je peux vous dire d'emblée, ce que j'ai retenu déjà, c'est que on ne va pas renoncer, on ne va pas faire de hollandisme, ça vous pouvez nous croire. Clairement, on ne fera jamais ça. Nous, on est pour une écologie de combat, très clairement. Quand j'entends Manon, quand j'entends Noël, quand j'entends Pierre, véritablement, c'est quelque chose qui est essentiel. Et je comprends qu'on a une union, un accord entre les différentes formations politiques autour de la nécessité de mettre en place cette bifurcation écologique qui est vitale, qui est absolument essentielle. Et que ça va se faire à la fois sur un plan national
et sur un plan européen. Et qu'elle nécessite aussi une transformation des traités européens. Et que dans le cadre de cette transformation des traités européens, eh bien aujourd'hui, la désobéissance aux traités, c'est pas une fin en soi, bien sûr, mais c'est un moyen, c'est un levier, à défaut d'en avoir, un levier politique à défaut d'en avoir d'autres. Et Manon nous a très bien rappelé, en fait, un principe de réalité. C'est-à-dire que si on veut appliquer un certain nombre des mesures du programme de l'ANPES, que nous portons, en fait, que ce soit la renationalisation de EDF, que ce soit la question des cantines dont elle a parlé, ou assurer d'autres choses, eh bien, on n'a pas d'autre choix que de désobéir à un certain nombre de règles. C'est notre méthode, ça sera notre méthode de gouvernement. Et comment on va le faire? On va le faire d'une manière claire, affichée. C'est-à-dire, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt ou derrière, je ne sais, quel artifice. Parce que c'est finalement assez simple. Déjà, on peut demander à la Commission européenne la possibilité de déroger. C'est exactement ce qu'a fait l'Allemagne. Lorsqu'en Allemagne, on a voulu imposer aux Allemands la privatisation du service de l'eau potable. Les Allemands, ils ont dit ah non, pas du tout. Non seulement les municipalités se sont mobilisées, le Parlement national allemand s'est mobilisé, il y a eu une mobilisation citoyenne. Et ça a abouti à quoi? Ça a abouti à ce que finalement, la Commission européenne a accepté la dérogation qui était demandée. Et mieux encore, c'est que cette dérogation, elle ne s'est pas uniquement appliquée pour l'Allemagne, elle s'est appliquée aux 27 pays membres de l'Union européenne. Donc on voit bien que lorsqu'on veut un certain nombre de choses, on peut le faire, et nous, on annonce la couleur. Et c'est bien parce que la France est un pays moteur de l'Union européenne. Je vous rappelle quand même que la France est fondatrice de l'Union européenne, enfin qui s'appelait avant la Communauté économique européenne, etc., qu'on peut instaurer un rapport de force avec les institutions de l'Union européenne. Manon l'a très bien dit. Quand elle a rappelé que le poids de la France, et pardon pour la Grèce, c'est une réalité économique, mais le poids économique de la France, 18% du PIB européen, c'est pas le poids de la Grèce très clairement, et que donc on peut imposer des choses. Et d'ailleurs, De Gaulle l'a fait avant nous. De Gaulle, souvenez-vous, quand en 1965, il décide de pratiquer la politique de la chaise vide, à propos de ce qui va devenir plus tard la PAC, la politique agricole commune. Parce qu'un certain nombre de pays ne veulent pas plutôt voudraient que la règle pour décider un certain nombre de mesures ne soit pas la règle de l'unanimité, mais la règle de la majorité. Et ça plaît pas à De Gaulle. Et De Gaulle, la manière qu'il a de forcer ses partenaires européens, deux membres de la première Commission européenne, Union européenne, j'ai oublié le nom, mais vous avez compris, voilà, la CE, c'est ça, la communauté européenne, il quitte la table. Mais il pèse tellement, la France pèse tellement, qu'on aboutit à l'accord de Luxembourg, tout simplement. Donc, au fond, ce que nous voulons faire n'est pas autre chose que ce qu'a fait De Gaulle avant nous. Par ailleurs, nous avons en face de nous des tartuffes, vraiment. Entre la Banque Centrale Européenne, pour laquelle les traités interdisent qu'elle apporte une aide financière aux États. Vous savez, entre parenthèses, que ça pose un certain nombre de problèmes, puisque les États sont obligés d'aller trouver de l'argent sur les marchés financiers, et que donc ils sont à la merci de ces marchés financiers. Bref, quoi qu'il en soit, la BCE, pendant la crise du Covid, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a acheté sur le marché secondaire des titres publics permettant à des pays qui étaient en difficulté de se financer à bas coût. Pourtant, ça s'est interdit par les traités. Elle l'a fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, absolument rien. Un exemple plus récent. Nous avons un plan de relance pour l'Europe. Et cela va aboutir à un budget. Voilà, c'est ça, j'ai oublié le nom. Enfin, voilà. Bon, en plus, on nous met des noms anglais alors que les Britanniques ont quitté l'Union européenne. Quand même, c'est extraordinaire. Quoi qu'il en soit, ce projet de relance européenne va aboutir à ce que l'Europe va aboutir à un budget européen en déficit, alors que les traités imposent un strict équilibre. Et ça, quand mon ministre candidat fait une tribune dans le Monde pour se vanter du plan européen, il se garde bien de dire qu'en réalité, on viole les règles européennes sur le fait que le budget doit être en strict équilibre.
Donc la désobéissance n'est pas une exception, elle est aujourd'hui le seul moyen pour que la construction européenne puisse exister. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui pourrait éventuellement arriver, c'est-à-dire une saisine de la Cour de justice de l'Union européenne dans le cadre d'une action en manquement avec une éventuelle condamnation, etc., etc. La réalité vraie aujourd'hui, c'est que Macron, le gouvernement de Macron, ne respecte pas les normes européennes en matière de pollution de l'air. Il a été condamné pour ça. Ça ne lui chatouille pas plus le bout du nez que ça, il n'en a pas grand-chose à faire. C'est la même chose sur la question des normes, sur le pourcentage d'énergie renouvelable. Nous ne sommes pas au seuil, le seuil il doit être de 23%, on est à 19% et on ne le respecte pas. Et au fond, dans la France de M. Macron, désobéir à des règles environnementales qui sont pourtant imposées par les traités, c'est pas un problème. Et après, ça vient nous faire des leçons, ça vient nous donner des leçons. Moi, je vais vous dire que la France va plus loin, même. Elle va même plus loin. Tout à l'heure, Manon l'a rappelé. Elle a dit que le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel n'ont pas hésité à poser le principe de la supériorité de la Constitution française par rapport au droit européen, au nom de, et là je cite, je suis obligée de dire parce que je ne connais pas le truc par cœur, au nom de l'identité constitutionnelle de la France. Voilà. Donc, notre identité constitutionnelle nous permet d'écarter une décision de la Cour de justice de l'Union européenne. C'est ce qu'a fait le Conseil d'État dans un arrêt du 21 avril 2021. Ça concernait la question de la conservation des données. Donc, la Cour de justice de l'Union européenne avait considéré que la France, dans le cadre de sa conservation des données, excédait les limites posées par les traités communautaires. Eh bien, le Conseil d'État a jugé que lorsque les intérêts fondamentaux de la nation sont en jeu, ils sont supérieurs au droit européen, et donc on ne respecte pas la règle de la Cour de justice de l'Union européenne. Alors moi, ce que je vais vous dire, c'est que nous, on pense que les intérêts fondamentaux de la nation comprennent l'écologie, donc la politique de bifurcation écologique, et que cela comprend aussi la justice sociale, et ce, d'autant plus que nous aurons un mandat démocratique avec les élections qui viennent les 12 et 19 juin. Donc ne pas respecter certaines règles lorsqu'elles ne sont pas bonnes et permet d'instaurer un rapport de force. J'ai parlé tout à l'heure de l'Allemagne, je ne vais pas y revenir. Et il n'y a aucune comparaison à faire avec ce qui se passe en Hongrie ou en Pologne. Lorsque la Hongrie ou la Pologne désobéissent aux règles européennes, c'est malheureusement toujours pour diminuer les droits des citoyens. C'est pour porter atteinte aux droits fondamentaux des citoyens. Que ce soit les droits des personnes LGBT, que ce soit le droit à l'IVG, ou que cela soit une atteinte à l'institution judiciaire, c'est-à-dire au principe de séparation des pouvoirs. Nous, on n'a aucune volonté de remettre en cause un droit fondamental. Bien au contraire, nous, ce que nous voulons faire, si nous désobéissons, c'est permettre une meilleure protection, c'est permettre de la justice sociale, c'est permettre la mise en place de la bifurcation écologique qui est absolument essentielle. Nous, on va offrir des droits, on ne va retirer des droits à personne. Et ça fait une grande différence. C'est d'ailleurs ce qu'on avait fait avec le mariage de Belle. La vérité vraie, c'est que désobéir ou déroger, c'est sauver l'Europe. C'est sauver les institutions européennes en les contraignant à modifier les traités pour aller enfin vers la justice fiscale et vers la justice sociale. Et notre stratégie, elle est la seule possible en réalité. Nous n'avons pas d'alternative. Nous n'allons pas faire du hollandisme. Je vous l'ai dit lorsque j'ai pris la parole. Nous allons imposer par notre manière de faire une modification des traités. Ça, c'est vraiment impératif. Et tu le rappelais, Pierre, la dimension démocratique, elle est essentielle. Nous avons un déficit démocratique dans le fonctionnement des institutions européennes. La place du Parlement européen est ridicule. On m'a parlé, j'ai découvert, non, je vous assure, j'ai découvert un nouveau mot, trilogue. Trilogue. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Eh bien, un trilogue, en fait, c'est pas un dialogue, c'est un trilogue. C'est un lieu, c'est un espace où vous avez la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil européen qui discutent ensemble dans la plus grande opacité. Voilà, le trilogue. Vous voyez, même dans le vocabulaire, c'est pas accessible, c'est pas compréhensible, c'est abstrait, c'est technocratique. Or, ce que nous voulons, nous,
c'est que le fonctionnement des institutions européennes soit à la fois démocratique et humain. Et ça, c'est véritablement quelque chose qui est essentiel. Et c'est pour cela même, nous devons faire une Europe à plusieurs vitesses. C'est déjà le cas d'ailleurs. Je vous rappelle qu'en Europe, tout le monde n'a pas la monnaie unique. Et puis, je vous rappelle que pour un certain nombre de directives, les États ont la possibilité de faire ce qu'on appelle du opt-out. Pardonnez-moi pour cet anglicisme, alors que les Anglais ne sont plus dans l'Europe. Mais en fait, ça veut dire qu'un État peut dire, moi, je ne vais pas accepter cette règle-là, et d'emblée, je sors de l'application de cette règle-là. Ce qui veut donc bien dire qu'il y a déjà, en prémisse en tout cas, une Europe à plusieurs vitesses. Ce qui est sûr, c'est que nous n'avons pas d'autre choix que celui de bifurquer. Si nous voulons que l'Europe existe à la fois en tant qu'entité politique, et on ne va pas prévaloir l'accumulation des marchandises, l'accumulation du capital et l'accumulation des profits, mais une Europe où va prévaloir le bien-être écologique et social de 450 millions d'êtres humains. Alors, il ne fait pas de doute que nous devrons déroger à un certain nombre de règles pour que cette Europe soit démocratique et que nous puissions nous puissions avancer ensemble dans ce contexte, dans cet objectif politique qui est impératif. Et nous arriverons à imposer un rapport de force qui contraindra les autres États membres, ou du moins un certain nombre d'autres États membres, à modifier les règles, comme lorsque, avec Noël ma mère, nous avons, d'une certaine manière, en posant sur la table le débat sur le mariage, obligé le législateur français à changer la loi. Voilà, ça c'est ce que nous allons faire, c'est ce à quoi nous nous engageons. Et merci infiniment pour votre écoute et votre attention.